Israël a deux choix devant elle. Et c'était ce même choix avant les années 2000 et aujourd'hui. On peut ou être sur place, okay, jusqu'au moment où on aura la paix, évidemment, on verra. Mais pour l'instant, tant qu'il y a le Hezbollah, tant qu'il y a ce genre de problème, où on est sur place et on a de temps en temps des morts, que chaque mort, c'est très important, chaque soldat tué, c'est vraiment quelque chose, c'est un monde entier, mais où c'est de temps en temps des soldats tués, ou c'est ce qu'on a reçu avec un Hezbollah qui s'organise et on a un 7 octobre dans le nord à moyen terme, à long terme. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slama. Nissim, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On est très heureux de vous avoir pour essayer de clarifier en fait certains points importants et en particulier sur le plan sécuritaire. Alors, vous êtes également guide et je suppose que le nom du Beaufort, ça doit vous rappeler quelques souvenirs et ça rappelle à beaucoup de souvenirs à beaucoup d'Israéliens qui sont peut-être un petit peu plus âgés que vous. Mais dites-moi, à quoi ça fait appel ce nom de Beaufort? Quel est le symbole du Beaufort? Ok. En gros, le Beaufort, c'est une des principales, un château fort croisé, donc qui date du Moyen Âge. Il y a énormément de symbolique dans le Beaufort. D'abord, de manière générale, pour les Arabes, pour le Liban, ça représente un peu les croisés, c'est les croisades qui arrivent, etc. Et donc, quand Israël récupère le Beaufort et conquiert le Beaufort au début des années 80, il y a exactement 44 ans, jour pour jour aujourd'hui, et c'était un fort symbole. À l'époque, il y avait eu plusieurs tués sur le Beaufort. Dont d'ailleurs le commandant, il faut souligner le commandant des Sayeret de Golani, Goniernik. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du côté du Hezbollah, du côté des Libanais, c'est un fort symbole, surtout que la sortie du Beaufort était un fort symbole. Je rappelle d'abord un livre israélien qui a été écrit et qui était un des plus grands best-sellers d'il y a une dizaine d'années, qui était Im Yesh Gan Eden, s'il y a un paradis, qui a été écrit sur le Beaufort, puis un film qui a été fait qui s'appelait Beaufort, qui se base plus ou moins que plus, c'est juste que c'est le même endroit, de Yosef Sider, qui est un des principaux, on va dire, réalisateurs israéliens. Donc c'est un endroit qui est très très important dans la logique israélienne, dans la psyché israélienne, en sachant que c'était un des endroits, les premiers endroits qu'on a récupérés pendant la guerre du Liban, la première guerre du Liban, et c'était l'endroit dont on est sorti de manière très très rapide, et avec la sortie du Liban dans les années 2000, quand Barak a décidé de sortir du Liban. Ça c'est au niveau, on va dire, de la psyché. Au niveau stratégique, le Beaufort est exactement sur le Litani quand le Litani va vers le nord. Le Litani est une rivière très très importante. Le Litani, en fait, la frontière naturelle d'Israël au nord. La frontière d'Israël naturelle, je ne parle pas de la frontière de la ligne bleue qui a été décidée dans les années 20 entre les Français et les Britanniques qui s'assoient sur une carte et qui font une ligne comme ils ont fait un peu partout dans le monde colonial. Je parle vraiment de la frontière naturelle, de Eretz Israël, de la terre d'Israël. La fin de la Galilée, c'est le fleuve Litani. Le fleuve Litani, donc, qui commence à la Méditerranée, à l'envers, hein, ça commence dans les montagnes, mais je commence depuis la Méditerranée, l'embouchure. Et il faut bien comprendre que depuis l'embouchure de la Méditerranée, il va sur un axe est-ouest, donc une sorte, en fait, un peu il coupe, jusqu'au moment où il arrive dans la grande vallée qui est entre les montagnes du Liban et les montagnes qui sont de l'anti-Liban, donc c'est une grande vallée là-bas, qui d'un coup, il part vers le nord. Donc il y a vraiment un angle de 90 degrés, plus ou moins. À cet angle de 90 degrés, vraiment, il y a une montagne. Et sur cette montagne, il y a le Beaufort qui est là-bas. C'est pas pour rien que les croisés ont mis là-bas un château fort. C'est vraiment, ça contrôle la frontière nord d'Israël. C'est pas pour rien que dans les années 80, on a récupéré cet endroit. C'est pas pour rien que cet endroit est tellement important. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a le drapeau d'Israël, le drapeau de la brigade de Golani qui est là-bas sur place. C'est un endroit vraiment stratégique. Donc, c'est en même temps un très, très grand symbole et en même temps, au niveau stratégique, un endroit très, très important. C'est pas pour rien qu'Israël repart là-bas et c'est pas pour rien qu'on a récupéré le Beaufort. Alors, je vous pose tout de suite la question. C'est peut-être pas pour rien. On comprend l'importance stratégique du Beaufort. Mais alors, pourquoi finalement avoir ce sentiment un peu gênant que bien, on nous dit d'abord dans un premier temps, on va conquérir la zone de sécurité. Elle va aller jusqu'au fleuve Litani. On ne doit pas aller au-delà. C'est pas au-delà qu'il y a un enjeu. C'est surtout la zone de sécurité. C'est jusqu'au fleuve Litani. Et puis après, finalement, lorsque l'on voit que le Hezbollah continue à menacer, à frapper Israël avec des drones offensifs, eh bien, on choisit une nouvelle cible, une nouvelle définition de la zone de sécurité. On l'élargit et soudain, on voit réapparaître le Beaufort comme étant un élément stratégique de première importance. Vous pouvez bien comprendre. D'abord, au niveau de l'endroit du Beaufort, il est exactement sur la ligne du Litani. Okay, c'est vrai que c'est de l'autre côté, c'est du côté nord du Litani, mais c'est vraiment au coin.
Et on ne peut pas avoir une ligne de sécurité sur le Litani sans avoir le Beaufort. Même si c'est le seul endroit sur le Litani duquel on va traverser la rivière, il faut avoir le Litani parce que sinon, même si je suis sur le Litani et que je suis en bas du Beaufort, ça sert absolument à rien. Donc dans tous les cas, si on prend le Litani non comme une frontière avec entre deux pays amis qui s'entendent et qui sont en paix, mais comme une zone de sécurité, comme une frontière naturelle qu'on doit défendre, on est obligé de monter sur le Beaufort. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un changement tactique depuis le mois dernier, depuis 2 mois. À partir du moment où on voit que le Hezbollah utilise de plus en plus des drones avec des câbles optiques, on a besoin d'éloigner la menace. Il faut bien comprendre, un drone, il ne vole pas tout droit. Donc disons que s'il a sur son dos, c'est sous ses bras, c'est sous le drone, une sorte de tube comme ça avec 60 km de câble optique, il ne peut voler que 60 km. Comme il ne vole pas tout droit, donc 60 km, c'est beaucoup moins dans la réalité à vol d'oiseau, beaucoup moins. Donc quand j'éloigne la menace, j'oblige en fait les Hezbollah à avoir des drones avec plus de câbles optiques. Plus de câbles optiques, ça veut dire un drone beaucoup plus lourd et plus facile à intercepter. C'est un truc tout simple. En fait, c'est tout simplement éloigner la menace. Non, oui, à partir du moment, à mon humble opinion, j'ai pas vu les programmes d'état-major sur le nord d'Israël. Moi, ma brigade, elle est basée surtout à Gaza. Donc, je peux pas le dire que c'est sûr. Mais a priori, si je comprends bien, dès le départ, c'était le but. C'est juste qu'on a été arrêté par les Américains quand ils ont fait le cessez-le-feu et qu'ils ont arrêté la progression. À partir du moment où le Hezbollah nous attaque à nouveau et que les choses reprennent dans le nord, donc on continue ce qu'on devait faire d'après le programme. Et Tzahal est arrivé bien, à un moment même, le cessez-le-feu, on est arrivé vraiment très, très, très proche du Beaufort, et d'après certaines analyses et d'après les cartes que j'ai vues. Donc, c'est pas quelque chose qui surprend, c'était même dans les plans avant. Ça aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu le cessez-le-feu avec le Liban, ça serait passé il y a plusieurs semaines déjà ou il y a un mois déjà. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Okay. Donc, jusqu'à où il faut s'avancer, c'est une autre question. Est-ce qu'on va rentrer jusqu'au bout? Ça dépend. Ça dépend, c'est quoi le but? Est-ce que le but d'Israël, c'est de complètement détruire le Hezbollah? Donc, dans ce cas-là, il faut continuer vers le nord, mais vers en fait, le côté est du Liban, c'est-à-dire vers la Beka, là où le Hezbollah est vraiment basé, ou au bout d'un moment, il faudra s'arrêter et vraiment faire une ligne de défense. Mais le Beaufort doit être dans cette ligne. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Nissim, à ceux qui disent ben oui, mais le Beaufort aussi, on s'en souvient, ça a été aussi le symbole, on va dire, de l'enlisement de Tzahal entre 1982, la prise du Beaufort pendant la première guerre du Liban, et le mai 2000, eh bien, il y a eu l'armée israélienne s'est enlisée dans cette zone, et finalement, elle a dû avoir affaire à l'époque déjà au Hezbollah, et finalement, au bout du compte, eh bien, Israël a dû se retirer, on va dire, de manière unilatérale et de manière assez on va dire, humiliante presque pour l'armée israélienne. Et il faut bien comprendre, il faut faire la différence entre le narratif en Israël et au Liban, et dans le monde qui est celui que vient de vous raconter, et sur place. Sur place, bon, moi j'étais très jeune, mais déjà j'étais contre le retrait du Liban, et j'ai toujours été contre le retrait du Liban, et je pense que c'était une des plus grosses erreurs qu'a fait Israël. Ce retrait du Liban a entraîné le Hezbollah à se faire armer, à devenir une vraie petite armée, a entraîné tout de suite après en Judée-Samarie et à Gaza, la seconde intifada qui a été vraiment, c'est pas entraîné directement, mais ils ont vu que Israël peut se replier et donc peut quitter. Ils nous ont dit, on va faire la même chose. À mon humble opinion, c'était une vraie erreur. Dans l'opinion israélienne, ces papiers ont été écrits sur l'opinion israélienne. L'opinion israélienne, elle n'a pas changé par rapport au Liban, elle n'a pas voulu sortir du Liban à cause d'un enlisement de longues années. Ce qui s'est passé, c'est que vraiment, il y a eu ce qu'on appelle la catastrophe des hélicoptères, où on a à peu près plus de 70 morts dans 2 hélicoptères qui se crachent l'un sur l'autre, dans le nord d'Israël, donc même en deçà de la frontière. C'est ça qui a fait un changement dans l'opinion publique israélienne. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Mais il faut bien comprendre, jusqu'au moment de cette catastrophe des hélicoptères, les Israéliens étaient d'accord de rester au Liban parce qu'ils comprenaient que c'est plus important. Maintenant, Israël a 2 choix devant elle. Et c'était ce même choix avant les années 2000 et aujourd'hui. On peut ou être sur place, jusqu'au moment où on aura la paix, évidemment. On verra. Mais pour l'instant, tant qu'il y a le Hezbollah, tant qu'il y a ce genre de problème, où on est sur place et on a de temps en temps des morts, que chaque mort, c'est très important, chaque soldat tué, c'est vraiment quelque chose, c'est un monde entier. Et on a un jeune soldat qui a été tué, qui est enterré aujourd'hui à Ashkelon à 5h de l'après-midi, un jeune qui était un enfant unique. C'est un monde entier. Mais où c'est de temps en temps des soldats tués, ou c'est ce qu'on a reçu avec un Hezbollah qui s'organise et on a un 7 octobre dans le nord à moyen terme, à long terme. C'est les 2 choix possibles. Donc c'est ou ce qu'on appelle enlisement, le fait de rester sur un territoire et d'avoir de temps en temps des tués, ou le fait d'attendre, de faire un prêt et de payer ce prêt avec énormément d'intérêt. Oui, donc cette histoire d'enlisement, c'est vraiment, il faut bien comprendre, avant la chute de ces 2 hélicoptères et ces 70 morts, les gens ne parlaient pas d'enlisement, on disait qu'il y avait une guerre longue, c'est embêtant,
et on s'enlise la boue du Liban, etc. Mais l'opinion israélienne était d'accord de rester au Liban parce qu'ils comprenaient que c'est la manière de défendre, et c'est le glacis, si vous voulez, qu'on a avant les villages et les villes israéliennes qui sont à la frontière du nord d'Israël. Donc il y a le narratif de l'enlisement et il y a la réalité. Je conseille vraiment de lire, pour ça en hébreu, le livre de Chico Tamir, qui était un des commandants sur place, et qui décrit comment, sur le terrain, Israël gagnait cette guerre, et que sur le terrain, le Hezbollah s'affaiblissait autant avec le temps. Ça rappelle un peu la guerre du Vietnam, hein, que sur le plan technique, dans la guerre du Vietnam, avant de quitter le Vietnam, les Américains gagnaient sur le terrain. Mais c'est une histoire entre la politique et ce qui se passe sur le terrain. Et l'opinion publique. Parce que là, vous parlez. Et ce que derrière les politiques font. Oui, c'est surtout l'opinion publique, parce qu'il y a eu à l'époque une campagne qui avait été menée, en particulier par certains médias israéliens, en faveur de ce retrait israélien. Exactement, il y avait la campagne des mamans qui avaient leurs soldats, qui avaient des enfants là-bas. En plus, il faut bien comprendre, les années 90, on est en plein processus de paix où il y a cette idée en Israël, on va faire la paix, demain c'est l'utopie et tout le monde va être d'accord, et nouvel Moyen-Orient, etc., etc., etc. C'est une autre situation. On est aujourd'hui, après le 7 octobre, on est dans une autre situation totale. Alors vous le remarquez, qui sont... Vous le remarquez, Nissim, en fait, on se retrouve, vous parliez tout à l'heure de Gaza, où se trouve votre brigade en général. En fait, on est dans le même modèle entre le Hamas et le Hezbollah, entre la bande de Gaza et le nord d'Israël ou le sud Liban. C'est le même type de modèle. D'ailleurs, même les habitants du nord d'Israël aujourd'hui disent qu'ils se considèrent comme les habitants du pourtour du Liban, quoi. C'est-à-dire, si on ne prend pas garde de protéger ou de devancer, on va dire, toute forme d'organisation de l'autre côté de la frontière, eh bien, on risque de se relever avec un 7 octobre également donc au sud Liban, en tout cas à la frontière nord. Exactement. En fait, il y a 3 solutions devant Israël. La première solution, c'est de faire ce qu'on a fait avant le 7 octobre, de faire des cessez-le-feu sur le long terme, de dire, OK, de temps en temps, on va attaquer, mais on fait en gros des cessez-le-feu. Israël avait peur de rentrer et au sud Liban, et à Gaza, etc., etc. Et en fait, c'est prendre un prêt sur le long terme, sur le moyen terme, en sachant qu'on aura un 7 octobre. Et c'est ce qui s'est passé à Gaza. Grâce à Dieu, on n'a pas eu ça dans le nord, mais c'est ce qui s'est passé à Gaza. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est ce qu'on appelle en hébreu kiswar desh, c'est le fait de couper le gazon. Donc à chaque fois, on attend la frontière, à chaque fois, on coupe le gazon. À chaque fois qu'il y a un nouveau chef du Hamas, un nouvel chef d'état-major, on ouvre une bombe, on l'explose. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Gaza. La troisième solution, c'est de rentrer, de conquérir, d'avoir un gouvernorat militaire et de tout simplement d'éliminer totalement ces organisations, de faire ce que les Alliés ont fait à l'Allemagne nazie dans les années à la Seconde Guerre mondiale. Pour l'instant, Israël ne choisit pas ce choix-là pour plusieurs raisons, par manque d'hommes, et parce que c'est pas obligatoire que la société israélienne est d'accord avec ça, parce qu'on a des énormes pressions internationales contre ça, etc., etc. À mon humble opinion, je pense que c'est la meilleure solution, mais c'est une solution qui est très très difficile sur le court terme, avec beaucoup de soldats qui vont être tués, de mettre un gouvernorat militaire sur une population civile, de s'occuper, tout le monde va dire, même au niveau international, ça veut dire qu'on peut avoir des boycotts sur Israël, etc., etc. Mais sur le long terme, c'est d'éliminer totalement la menace. Alors, donc, en gros, il n'y a rien qui est gratuit, tout coûte quelque chose, ou faire un prêt sur le court terme et qui voudra avec énormément d'intérêt, ou faire cette histoire de raser le gazon à chaque fois, c'est ce qui se passe, mais on n'en finit jamais, ou rentrer, et sur le court terme, c'est très très difficile, mais sur le long terme, peut-être que alors qu'est-ce que vous dites d'une sorte de solution intermédiaire qui serait de dire, pour la première fois, il y a une volonté peut-être du gouvernement libanais d'essayer aussi de neutraliser le Hezbollah. Alors on essaye de conclure un accord, que ce soit un accord de non-belligérance, de cessez-le-feu, ou même un accord de paix, et on essaye de doter l'armée libanaise des moyens pour essayer de désarmer le Hezbollah. En attendant, peut-être un prochain round si l'armée libanaise ne donne pas satisfaction. L'armée libanaise ne donnera pas satisfaction. 40% des soldats de l'armée libanaise sont chiites. 40%. Et on a vu des tirs du Hezbollah de l'intérieur de base de l'armée libanaise. De l'intérieur même de la base des tirs. Le gouvernement libanais, c'est pas un vrai gouvernement. Pour l'instant, le Liban, on a vu ça quand ils ont voulu virer l'ambassadeur de l'Iran. Et il n'y a pas plus souveraineté que de dire je ne veux pas de cet ambassadeur et je veux qu'il quitte. Et l'ambassadeur du Liban n'a pas quitté, il est toujours là-bas. Donc, on ne peut pas compter. Et ce qu'on a compté, c'est ce qu'on avait fait en 2024. Et ce qu'on avait fait avant, on dit oui, on va compter sur l'UNIFIL, on va compter sur le gouvernement libanais, sur l'armée libanaise. On ne peut pas compter sur personne. C'est quelque chose qu'il faut très bien comprendre. Et c'est dès le début du sionisme, et c'est quelque chose que le mouvement sioniste est basé sur ça.
Israël ne peut compter sur personne à part elle-même. Personne ne fera le boulot à notre place parce que personne le sang juif ne vaut pas assez pour les autres pour qu'ils fassent quelque chose à notre place. Jamais, jamais, jamais. Le gouvernement libanais ne se battra pas avec le Hezbollah pour protéger Israël. Ils font des accords avec le Hezbollah. Comme ils ont fait des accords, ils n'ont aucune intention de faire. On a vu ça quand ils devaient empêcher, soi-disant, les armes de passer. Donc, ils font un peu la comédie. On voit un militant, un terroriste du Liban, du Hezbollah qu'on va arrêter avec une arme. Et juste à côté, il y a des camions entiers qui traversent le Litanie et qui vont vers le sud. C'est quelque chose que je comprends la volonté que quelqu'un d'autre fasse le boulot à notre place. Ça ne marche pas. Le sionisme est basé sur le fait qu'on comprenne que personne ne fera le boulot à notre place. C'était clair. Si Israël ne tue pas le Hezbollah, le gouvernement libanais ne le fera pas. Ce qui va se passer, c'est que le gouvernement libanais va dire « Ok, il n'y a pas de problème. On va avoir un accord de cessez-le-feu. » Et en attendant, le Hezbollah va se réarmer et engager des gens, et récupérer ses affaires, etc., et juste se renforcer. Donc, si on n'élimine pas la menace, elle reste. On le comprend bien. On le comprend bien, Nissim Slama. C'était très intéressant de parler avec vous, d'utiliser, on va dire, toutes vos compétences, à la fois de guide, d'officier de l'armée israélienne et d'observateur de la réalité. On n'a même pas besoin de parler de politique aujourd'hui. On aura certainement l'occasion d'en reparler en matière politique à l'approche des élections. Mais en tout cas, c'était passionnant d'écouter à la fois votre explication sur le Beaufort et à la fois votre analyse, on va dire, sécuritaire concernant l'avenir de cette zone de sécurité au sud Liban. Merci beaucoup, Nissim Slama, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci de m'avoir reçu.